Chapitre 39 Point Venuti. Point Venuti se situait en contrebas dans le paysage, accroché aux parois de la falaise qui dévalait vers l'océan. Au fond, une chaîne de montagnes en dents de scie se dressait massivement dans le clair-obscur. Celles-ci ressemblaient à d'antiques éléphants profondément ridés. La route longeait de hauts murs en bois, puis contournait une longue structure métallique brunâtre, une usine ou un entrepôt, avant de disparaître dans une volée de terrasses, les toits mâts d'autres entrepôts. Du point de vue de Jack, la route ne réapparaissait pas avant d'attaquer la pente d'en face, grimpant vers le sud, en direction de San Francisco. Il ne voyait que la descente en escalier des toitures d'entrepôts, des parkings clôturés, et, loin vers la droite, le gris hivernal des flots. Il n'y avait pas un chat sur la portion de route visible. Personne ne se montrait dans toute la rangée de petites fenêtres, à l'arrière de l'usine la plus proche. La poussière tourbillonnait à travers les parkings vides. Point Venuti semblait désert. Mais Jack savait que ce n'était qu'une apparence. Morgan Sloat et ses cohortes, du moins celles qui avaient survécu à l'arrivée surprise du chouchou des territoires, attendaient de pied ferme l'entrée en scène de Jack Lavadrouille et Richard le Rationnel. Le talisman tonnait contre Jack, le pressant d'arriver. « Eh bien nous y voilà, Coco !» dit-il, et de se lancer en avant. Deux nouvelles facettes de Point Venuti vinrent s'offrir immédiatement à sa vue. La première consista en l'apparition d'une vingtaine de centimètres de l'arrière d'une limousine Cadillac. Jack distinguait la peinture noire polie, le pare-choc rutilant, un bout de feu arrière droit. Jack regretta ardemment que le lourd renégat assis au volant n'ait pas fait partie des victimes du camp de la bonne volonté. Puis il reporta son regard sur l'océan. Les eaux grisâtres moussaient au bord du rivage. Un mouvement insensible, au-dessus de l'usine et des toits d'entrepôt, retint son attention, au milieu du pas suivant. « Viens ici !» criait le talisman, à sa manière magnétique, irrésistible. Point Venuti semblait se refermer à la manière d'un poing. Haut au-dessus des toits, et seulement alors visible, une girouette sombre, sans couleur, en forme de tête de loup, tournoyait aléatoirement en arrière et en avant, sans obéir à aucun vent. Dès que Jack vit la girouette déréglée tourner de gauche à droite, puis de droite à gauche, et effectuer ensuite un cercle complet, il sut qu'il venait d'avoir son premier aperçu de l'hôtel Noir, du moins de l'un de ses charmes. Des toits des entrepôts, de la route devant, de toute la ville invisible montait une incontestable sensation d'hostilité, aussi palpable qu'une gifle en pleine figure. Les territoires suintaient littéralement à Point Venuti, constata Jack. Par ici, la réalité était bien rongée. La tête de loup tourbillonnait absurdement entre ciel et terre, tandis que le talisman continuait d'attirer Jack. « Viens ici, maintenant, maintenant !» Jack prit conscience qu'au moyen d'une attraction accrue et incroyable, le talisman chantait en son honneur. Sans parole ni harmonie, quoique musicale, la courbe d'un chant de baleine qui demeurerait inaudible à n'importe qui d'autre. Le talisman savait qu'il venait d'apercevoir la girouette de l'hôtel. Point Venuti avait beau être l'endroit le plus dépravé et le plus dangereux de toute l'Amérique du Nord et du Sud, songea Jack, du coup doublement courageux. Rien ne saurait l'empêcher de pénétrer dans l'hôtel Azincourt. Il se tourna vers Richard avec la sensation de n'avoir rien fait que se reposer et s'entraîner pendant un mois, et tâcha de masquer la consternation que lui inspirait l'état de son ami. Richard ne réussirait pas non plus à l'arrêter. Si besoin était, il ferait passer ce dernier à travers les murs de ce maudit hôtel. Il vit l'infortuné Richard labourer de ses ongles son cuir chevelu, puis l'urticaire géant de ses joues et de ses tempes. « Nous allons y arriver, Richard, dit-il. Je le sais, je me fiche de toutes les dingueries qu'ils peuvent nous faire voir. Nous allons y arriver. Nos ennuis vont avoir des ennuis avec nous, déclara Richard, citant, certainement à son insu, le docteur Seuss. Il marqua une pause. Je ne sais pas si j'en suis capable. Je t'assure, je ne tiens plus debout. Il jeta à Jack un regard mettant à nu son angoisse. « Qu'est-ce qui m'arrive, Jack ?»« Je l'ignore, mais je sais comment arrêter ça. » En espérant qu'il dise vrai. « C'est mon père qui me fait ça ?» demanda misérablement Richard. De ses mains, il tâta gauchement son visage enflé, puis sortit sa chemise de son pantalon et examina le florissant exanthème rouge sur son estomac. Rappelant vaguement la forme de l'État d'Oklahoma, les papules commençaient à la ceinture et s'étalaient des deux côtés, en remontant près du cou. On dirait une sorte de virus. C'est mon père qui me l'a donné.
Je ne crois pas qu'il l'ait fait exprès, Richard, dit Jack, si ça a un sens. Pas le moindre, répliqua Richard. Tout va s'arrêter. L'express de Seabrook Island arrive au bout de sa route. Richard à ses côtés, Jack allait de l'avant. Quand il vit les feux arrière de la Cadillac s'allumer puis s'éteindre, avant que le véhicule ne sortît de leur champ de vision. Cette fois, il n'y aurait pas d'attaque surprise, ni de glorieuse arrivée pulvérisant une clôture avec un train d'armement et de munitions. Mais même si tout le monde à Point Venuti était au courant de leur venue, Jack suivait sa route. Brusquement, il avait l'impression d'avoir endossé une armure et de tenir un glaive magique. Personne là-bas n'avait le pouvoir de lui nuire. Du moins, pas avant qu'il n'atteigne l'hôtel Azincourt. Jack suivait sa route, Richard le rationnel à ses côtés, et tout irait bien. Mais il n'avait pas fait 3 pas, tous ses muscles au diapason du talisman, qu'il disqualifiait l'image du chevalier partant au combat, au profit d'une autre, bien meilleure, plus appropriée. L'image sortait tout droit d'un des films de sa mère, transmise par télégramme céleste. Il se vit à cheval, un chapeau à large bord sur le crâne et un pistolet fixé à la hanche, en train de galoper pour aller nettoyer Deadwood Gulch. Last train to Hangtown, se souvint-il. Lily Cavanaugh, Clint Walker et Will Hutchins, 1960. Ainsi soit-il. 4 ou 5 arbres des territoires surgissaient de la terre battue marron devant le premier des bâtiments abandonnés. Peut-être étaient-ils là depuis toujours, laissant traîner leurs branches sur la route, presque jusqu'à la ligne blanche. Peut-être pas. Jack ne se souvenait pas de les avoir vus, la première fois où il regarda d'en haut la ville embusquée. Pourtant, il n'était guère plus concevable d'ignorer les arbres qu'une meute de chiens enragés. Tandis que Richard et lui approchaient de l'entrepôt, il entendait bruire leurs racines à la surface du sol. « Notre garçon, notre garçon. » « Passons de l'autre côté de la route, dit-il à Richard, en empoignant sa main boursouflée pour le faire traverser. Sitôt qu'ils atteignirent le bord opposé de la chaussée, un arbre des territoires s'étira visiblement dans leur direction, branches et racines comprises. Si les végétaux possédaient un estomac, ils auraient entendu le sien gargouiller. La branche noueuse et la racine lisse, serpentine, franchirent d'un coup la ligne continue, puis la moitié de la distance restante jusqu'au garçon. Jack donna un coup de coude à Richard, suffoqué, avant de l'attraper par le bras pour le faire avancer. « Mon garçon, oui. » Un bruit perçant, déchirant, emplit soudain les airs. Et un instant, Jack crut que Morgan Doris se forçait à nouveau un passage entre les mondes, redevenant Morgan Sloat. Morgan Sloat, avec une dernière proposition impossible à refuser, impliquant une mitraillette, un chalumeau et une paire de tenailles chauffées à blanc. Mais à la place du père furibond de Richard, la cime de l'arbre s'abattit au milieu de la route, rebondit une fois dans un craquement de branchage, puis roula sur le côté, tel un animal mort. « Oh mon Dieu !» s'exclama Richard. « Il a jailli du sol pour nous courir après !» Exactement ce que pensait Jack. « Un arbre kamikaze !» commenta-t-il. « Je crois que la situation risque légèrement de s'emballer ici, à Point Venuti. À cause de l'hôtel noir ? Sûr, mais aussi à cause du talisman. » Inspectant la route, il repéra un bouquet d'arbres carnivores environ 10 mètres plus bas. L'ambiance ou les vibrations, appelle comme tu voudras ce méli-mélo, s'annonce bien survoltée, parce que tout est confondu, le bon et le mauvais, le noir et le blanc. Tout en parlant, Jack gardait l'œil sur le bosquet dont il se rapprochait à présent lentement. Sous ses yeux, l'arbre le plus proche tourna sa cime vers eux, comme si celui-ci avait reconnu sa voix. Peut-être que la ville entière devenait un énorme Otley, songeait Jack, et peut-être qu'il s'en sortirait après tout. Mais si un tunnel devait se présenter, la dernière chose que ferait Jack Sawyer serait de s'y aventurer. Il n'avait absolument aucune envie de rencontrer la version locale d'Elroy. « J'ai peur, » dit Richard derrière lui. « Jack, et si d'autres arbres se mettent à bondir du sol comme ça ? » « Tu sais, » le rassura Jack, « j'ai remarqué que même s'ils sont mobiles, les arbres ne peuvent pas aller très loin. Même une tortue comme toi est capable de battre un arbre à la course. » Il attaquait le virage final, qui descendait entre les derniers entrepôts. Le talisman l'appelait de plus belle, aussi sonore que la harpe chantante du géant dans Jack and the Beanstalk. Jack sortit enfin du tournant, et le reste de Point Venuti s'étendit sous ses pieds.
Son côté jason le poussait de l'avant. Jadis, Point Venuti devait constituer une plaisante petite station balnéaire, mais cette époque était révolue depuis longtemps. Désormais, Point Venuti équivalait au tunnel d'Otley, et il lui faudrait le traverser d'un bout à l'autre. La chaussée défoncée, lézardée, plongeait dans un quartier de maisons incendiées, encerclé d'arbres des territoires. Les ouvriers des usines et des entrepôts, aujourd'hui vides, devaient loger dans ces minuscules bicoques en bois. Un ou deux vestiges suffisaient à montrer ce à quoi celles-ci pouvaient ressembler. Des carcasses tordues de voitures brûlées gisaient çà et là autour des maisons, envahies d'herbes sauvages. À travers les fondations dévastées des habitations minuscules, rampaient lentement les racines des arbres des territoires. Des briques et des planches noircies, des baignoires cassées, renversées, des tuyaux déformés jonchaient les parkings sinistrés. Une tache de blanc tira l'œil de Jack, mais il regarda ailleurs dès qu'il reconnut les os blanchis d'un squelette démembré, accroché sous le nœud de racine. Autrefois, des gosses avaient parcouru ces rues à bicyclette, des ménagères se réunissaient dans les cuisines pour se plaindre du chômage et des bas salaires, des hommes mastiquaient leurs autos dans les allées. Tout cela enfui à jamais. Une balançoire déglinguée, effritée par la rouille, pointait ses articulations entre les gravats et les herbes folles. De petites flammes rougeâtres clignotaient dans le ciel enténébré. Après le secteur des deux pâtés de maisons incendiées et des arbres voraces, un feu de circulation éteint pendait au-dessus d'un croisement désert. De l'autre côté du croisement, sur le flanc d'un bâtiment calciné, on pouvait lire « Better Get Ma » sous la photo cloquée, vérolée, de l'avant d'une voiture jaillissant littéralement de la vitrine. L'incendie n'était pas allé plus loin, au grand regret de Jack. Point Venuti se révélant une ville pestiférée, le feu aurait mieux valu que la corruption. Le bâtiment, avec la publicité à moitié détruite pour la peinture Mahako, était le premier d'une rangée de commerces. La librairie de la planète dangereuse, thé et sympathie, Jack ne déchiffrait qu'un petit nombre d'enseignes, car sur la plupart des façades, la peinture s'était écaillée et racornie depuis belle lurette. Ces boutiques semblaient fermées, aussi abandonnées que les usines et les entrepôts en haut de la colline. Même de là où il se tenait, Jack voyait bien que les vitrines étaient cassées depuis si longtemps qu'on aurait dit des lunettes sans verre, des yeux vides d'idiots. Des taches de peinture décoraient les devantures de magasins, rouges, noirs et jaunes, sortes de balafres étrangement criardes dans la triste pénombre. Une femme nue, si famélique que Jack pouvait lui compter les côtes, tournoyait lentement et cérémonieusement comme une girouette sur la chaussée jonchée d'ordures. Au-dessus du corps pâle, avec ses seins tombants et sa toison pubienne, sa figure était peinte en orange vif. Ses cheveux aussi étaient orange. Jack s'immobilisa et regarda la folle au visage peinturluré et à la crinière teinte lever ses bras, tordre son torse aussi posément que quelqu'un en train d'exécuter un mouvement de tai chi, lancer son pied gauche au-dessus d'une charogne de chien grouillante de mouches, et rester ainsi, figée telle une statue. Symbole de tout Point Venuti, la dingue imposition. Lentement, son pied redescendit et la silhouette décharnée pivota. Au-delà de la femme, au-delà de la rangée de commerces déserts, la grande rue devenait résidentielle, du moins ce que supposait Jack. Ici aussi, des balafres de peinture vive défiguraient les constructions. De petites maisons à un étage, jadis d'un blanc éclatant, désormais couvertes d'estafilades de couleurs et de graffitis. Un slogan lui sauta aux yeux. « Tu es mort maintenant !» gribouillé sur le côté d'un bâtiment lézardé, isolé, qui devait sans doute abriter autrefois une pension de famille. Les mots ne dataient pas d'aujourd'hui. « Jason, j'ai besoin de toi !» lui clamait le talisman dans un langage à la fois en deçà et au-delà de la parole. « Je ne peux pas !» chuchota Richard à ses côtés. « Jack, je sais que je ne peux pas !» Après le désespérant alignement de maisons décrépies, la route replongeait, et Jack n'apercevait que les arrières d'une paire de limousines Cadillac noires, une de chaque côté de la rue, garées dans le sens de la pente, moteur au ralenti. Comme une photo truquée, l'air incroyablement énorme et lugubre, le haut, la moitié, le tiers, de l'hôtel noir surplombait les arrières de Cadillac et les horribles petites baraques. L'hôtel semblait flotter, tronqué à cause de la dernière déclivité. « Je ne peux pas y aller !» répétait Richard. « Je ne suis même pas sûr que nous puissions dépasser les arbres, » dit Jack. « Prépare-toi, Richie !» Richard émit un drôle de reniflement, que Jack ne reconnut pas tout de suite comme un bruit de pleurs. Il posa le bras sur l'épaule de Richard. L'hôtel possédait le paysage, c'était évident.
L'hôtel noir possédait Point Venuti, l'air au-dessus, la terre en dessous. En le regardant, Jack vit les silhouettes virevolter dans des sens contraires. Les clochetons et les bulbes se dressaient tels des verrues dans l'air grisâtre. L'Azincourt paraissait effectivement construite en pierre, une pierre millénaire, aussi noire que du goudron. À une fenêtre de l'étage, une lumière clignota soudain. Aux yeux de Jack, c'était comme si l'hôtel lui avait cligné de l'œil, secrètement réjoui de le trouver enfin si proche. Une vague silhouette sembla s'effacer de la fenêtre. Une seconde après, le reflet d'un nuage ondoya sur la vitre. Depuis quelque part à l'intérieur, le talisman entonnait son chant, que seul Jack pouvait capter. « Je crois qu'il a grandi », souffla Richard. Celui-ci avait oublié de se gratter depuis qu'il avait vu l'hôtel flotter, passer la dernière côte. Les larmes ruisselaient sur les pustules rouges de ses joues, et Jack nota que ses yeux étaient complètement enfouis sous l'urticaire. Richard n'avait même plus besoin de lorgner. « C'est impossible, mais l'hôtel était plus petit, Jack, j'en suis sûr. »« À partir de maintenant, rien n'est impossible, » dit Jack. Plutôt inutilement, car cela faisait longtemps qu'ils avaient pénétré dans le royaume de l'impossible. Et l'Azincourt se révélait si immense, si monumental, qu'il semblait disproportionné avec le reste de la ville. L'excentricité architecturale de l'hôtel noir, tous les pignons et les girouettes en cuivre hérissant les tours cannelées, les coupoles et les bulbes, qui auraient dû lui donner un air fantaisie, ne le rendaient que plus menaçant, cauchemardesque. On aurait dit qu'il sortait d'une espèce d'anti-Disneyland, où Donald Duck aurait étranglé Fifi, Riri et Loulou, et où Mickey aurait abattu Minnie, bourré d'héroïne. « J'ai peur, » dit Richard. « Et... Jason, viens maintenant, » chantait le talisman. « Ne me lâche pas d'une semelle, vieux, et nous filerons de cet endroit comme des anguilles. Jason, viens maintenant. » Le bosquet d'arbres des territoires juste devant se mit à bruire au moment où Jack avança. Terrifié, Richard lambinait derrière. Jack songea que ce dernier se retrouvait peut-être à présent quasiment aveugle, privé de ses verres et avec ses yeux qui se fermaient progressivement. Il tendit le bras et tira Richard en avant, sentant du même coup à quel point sa main et son poignet avaient fondu. Richard vint en trébuchant, son poignet décharné brûlant dans la main de Jack. « Surtout ne ralentis pas, » dit Jack. « Tout ce que nous avons à faire, c'est de les doubler. »« Je ne peux pas, » sanglotait Richard. « Veux-tu que je te porte ? Je suis sérieux, Richard. Je veux dire, ça pourrait être pire. Je parie que si nous ne lui avions pas anéanti autant de troupes là-bas, il aurait posté des gardes tous les 50 mètres. »« Tu ne progresserais pas assez vite si tu me portais. Je te ralentirais. »« Et tu crois que tu fais quoi en ce moment ?» vint à l'esprit de Jack, au lieu de quoi il dit simplement « Reste à ma droite, Richie. Et à 3, fonce comme un dératé. Pigé ? 1, 2, 3 !» Tirant Richard par le bras, il se mit à longer les arbres au trot. Richard fit un faux pas, hoqueta, puis réussit à se redresser et à suivre sans tomber. Des geysers de poussière apparurent au pied des troncs, branle-bas de terre pulvérisée et de choses grouillantes, qui ressemblaient à des scarabées géants, aussi brillants que du cirage de chaussures. Un petit oiseau marron s'envola des herbes proches du bouquet d'arbres vengeurs, et une racine flexible comme une trompe d'éléphant fouetta la poussière et l'attrapa en vol. Une autre racine glissait en direction de la cheville gauche de Jack, sans être assez longue. Les bouches d'écorce noueuses criaient et hurlaient. « Amoureux, amoureux !» Jack serra les dents et lutta pour forcer Richard à fuir. Les cimes des arbres enchevêtrés commençaient déjà à se balancer et à s'incliner. Des nids et des familles entières de racines serpentaient vers la ligne blanche, se déplaçant comme si chacune était dotée d'une volonté indépendante. Richard faiblit, puis ralentit incontestablement, quand il tourna la tête pour éviter Jack et regarder les arbres tentaculaires. « Avance !» brailla Jack en lui secouant le bras. Ses excroissances rouges lui donnèrent la sensation de pierre bouillante enfouie sous la peau. Il traîna Richard de force, voyant entre deux racines entrelacées ramper joyeusement sur la ligne médiane. Jack prit Richard par la taille au moment précis où une longue racine sifflait dans les airs et venait s'enrouler autour de son bras. « Seigneur !» glapit Richard. « Jason ! Elle m'a eu ! Elle m'a eu !» Avec horreur, Jack vit l'extrémité de la racine, une aveugle tête de verre, se dresser et le regarder fixement.
après quoi celle-ci ondula paresseusement dans les airs, puis s'enroula une fois de plus autour du bras brûlant de Richard. Une flopée de racines glissait sur la chaussée, dans leur direction. Jack tirait Richard de toutes ses forces et regagna 15 centimètres. La racine accrochée au bras de son ami se tendit comme une corde. Jack verrouilla ses bras autour de la taille de Richard et se rejeta impitoyablement en arrière. Richard poussa un effroyable cri inarticulé. Une seconde, Jack craignit que l'épaule de Richard n'ait cédé, mais une grosse voix intérieure ordonna « Tire !» Il s'arc-bouta sur ses talons et força de plus belle. Puis tous deux faillirent s'écrouler dans un nid de racines rampantes, car l'unique vrille en serrant le bras de Richard venait de casser net. Jack ne garda son équilibre qu'en pédalant frénétiquement à l'envers, les reins cambrés pour entraîner aussi Richard sur la route. Dans cette attitude, ils dépassaient les derniers arbres quand ils entendirent les craquements et les déchirements qu'ils connaissaient déjà. Cette fois, Jack n'eut pas besoin d'enjoindre Richard de prendre les jambes à son cou. L'arbre le plus proche s'extirpa du sol en grondant et retomba dans un bruit de tremblement de terre à peine à 1 mètre environ derrière Richard. À sa suite, les autres s'effondrèrent sur la chaussée, agitant leurs racines comme des chevelures rebelles. « Tu m'as sauvé la vie, » dit Richard qui s'était remis à pleurer de fatigue, de faiblesse et d'émotion plutôt que de peur. « À partir de maintenant, mon vieux, tu grimpes sur mon dos, » dit Jack haletant, et il se baissa pour aider Richard à se mettre en position. « J'aurais dû te le dire, » chuchota Richard. Son visage était brûlant dans le cou de Jack, tout comme sa bouche contre son oreille. « J'ai peur que tu me détestes, mais je ne t'en voudrais pas. Vraiment, je sais que j'aurais dû te le dire. » Il semblait ne peser guère plus qu'une cosse, comme s'il ne restait plus rien de lui à l'intérieur. « À propos de quoi ?» Jack installa Richard carrément au milieu de son dos et éprouva à nouveau l'inquiétante sensation qu'il ne transportait qu'une enveloppe vide de chair. L'homme qui venait rendre visite à mon père, et le camp de la bonne volonté, et le placard. Sonnant creux, le corps de Richard trembla contre le dos de son ami. J'aurais dû te le dire, mais je pouvais même pas me l'avouer à moi-même. Le talisman lui fait cet effet, songea Jack. Un instant plus tard, il se corrigeait. Non, c'est l'hôtel noir qui lui fait cet effet. Les 2 limousines qui stationnaient l'avant vers le bas en haut de la prochaine colline avaient un moment disparu pendant la bagarre avec les arbres des territoires. Mais l'hôtel subsistait, grandissant encore au moindre pas de Jack. La femme nue et efflanquée, une autre victime de l'hôtel, exécutait toujours sa folle pavane devant la morne enfilade des boutiques. Les flamèches rouges dansaient, vacillaient, dansaient dans l'air obscurci. Il n'y avait plus d'heure, ni matin, ni après-midi, ni nuit. C'était le temps des terres dévastées. L'hôtel Azincourt semblait vraiment bâti en pierre, bien que Jack sût qu'il n'en était rien. On aurait dit que le bois s'était calcifié, épaissi, qu'il avait noirci de l'intérieur. Les girouettes de cuivre, loups, corbeaux, serpents et motifs circulaires cryptiques que Jack ne reconnaissait pas, pivotaient suivant des vents contraires. Plusieurs fenêtres clignotèrent en avertissement, mais cela pouvait être tout bonnement le reflet occasionnel des feux follets. Il n'apercevait toujours pas le fond de la vallée, ni le rez-de-chaussée de l'Azincourt, et serait en mesure de les voir qu'une fois passé la librairie, le salon de thé et les autres commerces qui avaient échappé au sinistre. Où était donc Morgan Sloat ? D'ailleurs, où se trouvait tout le fichu comité de réception ? Captant de nouveau l'appel du talisman, Jack resserra sa prise sur les jambes fluettes de Richard et sentit un être plus fort, plus dur, prendre le dessus en lui. « Ne va pas me détester parce que je n'ai pas pu... » balbutia Richard, laissant sa phrase en suspens. « Jason, viens maintenant, viens maintenant !» Jack se cramponna au maigre guibole de Richard et traversa la zone incendiée, où jadis se dressaient tant de maisons. Les arbres des territoires, qui utilisaient ce quartier sinistré comme leur réfectoire privé, murmurèrent et s'agitèrent, mais ils étaient trop loin pour inquiéter Jack. La femme au milieu de la rue déserte et semée d'ordures pirouetta lentement sur elle-même,
dès lors qu'elle prit conscience de la progression du garçon. Elle était en plein milieu d'un exercice complexe, mais toute ressemblance avec le tai-chi s'évanouit lorsqu'elle laissa retomber ses bras et sa jambe tendue, pour rester plantée comme un piquet à côté d'un chien mort, à regarder Jack et son fardeau descendre la côte dans sa direction. Durant un moment, elle fit penser à un mirage. Trop hallucinante pour être réelle, cette femme famélique, avec ses cheveux hérissés et sa figure orange vif. Puis elle bondit maladroitement de l'autre côté de la rue, dans un magasin anonyme. Jack ricana sans s'en rendre compte, tant la sensation de triomphe et de ce qu'il ne pouvait appeler autrement que son indomptable vaillance le prit par surprise. « Es-tu vraiment capable d'y arriver ?» haleta Richard, et Jack répondit « À partir de maintenant, je peux tout faire. » Il aurait pu ramener Richard jusque dans l'Illinois, si le puissant objet mélodieux, emprisonné dans l'hôtel, lui avait ordonné de le faire. De nouveau, Jack sentit le dénouement proche et songea « Il fait si sombre ici, parce que tous ces mondes s'entassent, se chevauchent, comme une triple surimpression sur un même film. » Jack perçut les habitants de Point Venuti avant de les voir. Ils ne l'attaqueraient pas. Jack en avait la certitude absolue, depuis que la folle s'était enfuie dans une des boutiques. Il l'observait. Depuis les vérandas, à travers les treillis, du fond des salles vides, il l'épiait, avec peur, fureur, ou de frustration, impossible à dire. Richard s'était endormi ou évanoui sur son dos, et respirait par petites bouffées sèches et brûlantes. Jack contourna la charogne de chien, et jeta un regard en biais dans le trou qui tenait lieu de vitrine à la librairie La Planète Dangereuse. D'abord, il ne distingua que les macaronis sales des seringues hypodermiques usagées qui jonchaient le sol, au milieu des livres ouverts à plat éparpillés de ci de là. Sur les murs, les hautes étagères vides formaient autant de bâillements. Puis, un mouvement convulsif dans l'arrière sombre du magasin lui tira l'œil, et deux silhouettes pâles sortirent de l'obscurité. Toutes deux arboraient la barbe et de longs corps nus, où les tendons saillaient pareils à des cordes. Les blancs de 4 yeux fous étincelèrent dans sa direction. L'un des deux hommes n'avait qu'une main et grimaçait un sourire. Son érection se balançait devant lui, monstrueux bâton blême. Il devait rêver, se dit Jack. Où était passée l'autre main du type ? Il risqua un nouveau coup d'œil. Désormais, il ne voyait plus qu'un enchevêtrement de membres blancs et décharnés. Jack ne regarda la vitrine d'aucune autre boutique, mais des yeux invisibles suivaient son cheminement. Bientôt, il dépassa les minuscules pavillons à un étage. « Tu es mort maintenant !» s'étendait sur un mur latéral. Il ne regarderait pas les vitrines, se promit-il. Interdiction. Des figures oranges, hérissées de crinières oranges, s'agitèrent derrière une fenêtre du rez-de-chaussée. « Chérie !» chuchota une femme depuis la maison suivante. « Mon cher petit Jason !» Cette fois, il regarda. « Tu es mort maintenant !» Elle se tenait juste de l'autre côté d'une petite fenêtre cassée, en train de tripoter les chaînes qui avaient été serties dans ses mamelons, avec un sourire en coin à son intention. Jack sonda ses yeux inexpressifs, et la femme laissa retomber ses mains et s'écarta gauchement de la fenêtre. La chaîne pendit de toute sa longueur entre ses seins. Des yeux espionnaient Jack du fond des pièces obscures, entre les mailles de treillis, depuis les espaces vides sous les vérandas. L'hôtel surgit devant lui, mais plus du tout en droite ligne. La route devait avoir insensiblement obliqué, car à présent l'Azincourt se profilait résolument sur sa gauche. À propos, avait-il toujours l'air aussi imposant ? Son côté Jason, ou Jason en personne, se réveilla en Jack, et il vit que l'hôtel noir, quoique toujours immense, n'avait rien d'une montagne. « Viens, j'ai besoin de toi maintenant !» cria le talisman. « Tu as raison, il n'est pas aussi grand qu'il veut te le faire croire. » En haut de la dernière côte, Jack fit halte pour regarder en bas. Ils étaient là, d'accord, tous sans exception. Et il y avait l'hôtel noir tout entier. Main Street descendait jusqu'à la plage, laquelle était de sable blond, coupée d'énormes affleurements rocheux, pareils à des chicots décolorés. L'Azincourt se dressait à une courte distance sur sa gauche, flanqué du côté océan par une jetée en pierre massive qui s'avançait loin dans la mer. Devant, garée à la file, une douzaine de longues limousines noires attendaient, moteurs au ralenti, certaines poussiéreuses, d'autres polies comme des miroirs. Des serpentins de fumée blanche, nuages plus bas que l'air, s'échappaient de nombreuses voitures. Des hommes avec le complet sombre des agents du FBI patrouillaient le long de la clôture,
leurs mains à hauteur d'yeux. Lorsque Jack aperçut 2 éclairs de lumière rouge scintiller devant la figure de l'un d'eux, il fit instinctivement un bond de côté, derrière le mur d'une petite bicoque, réagissant avant même d'avoir pris conscience que les autres étaient équipés de jumelles. Durant 1 ou 2 secondes, il devait avoir offert une cible parfaite, plantée debout au sommet de la colline. Comprenant qu'un instant d'inattention avait failli provoquer sa capture, Jack eut momentanément du mal à respirer et reposa son épaule contre les bardeaux gris qui s'écaillaient. D'une secousse, Jack remonta Richard sur son dos en une position plus confortable. Quoi qu'il en soit, il savait à présent qu'il devrait, d'une manière ou d'une autre, s'approcher de l'hôtel Noir par la mer, ce qui impliquait de traverser la plage ni vue ni connue. Une fois redressé, il risqua un coup d'œil au coin de la maison et scruta le bas de la pente. L'armée réduite de Morgan Sloat siégeait dans les limousines, ou errant comme des fourmis. Il s'attroupait face à la haute grille noire. Dans un moment de délire, Jack se remémora avec une totale précision sa première vision du palais d'été de la reine. Alors il avait aussi contemplé un théâtre grouillant de gens, qui apparemment allaient et venaient de façon erratique. Comment était-ce à présent ? Ce jour-là, qui semblait appartenir à la préhistoire, si loin devait-il remonter dans sa mémoire, la foule autour de la tente, la scène entière dégageait en dépit de tout une indéniable aura d'ordre et de paix. Cela était fini désormais, Jack en aurait juré. Actuellement, Osmond devait régler la scène devant l'imposante structure de toile, et ces gens assez braves pour se risquer à l'intérieur du pavillon devaient y entrer la tête détournée. Et la reine alors ? S'inquiéta Jack, qui ne put s'empêcher de se rappeler ces traits étonnamment familiers, enchâssés dans l'écrin blanc de la literie. Et puis le cœur de Jack manqua de s'arrêter, et la vision du pavillon et de la reine malade sombra dans un coin de sa mémoire. Le révérend Gardiner pénétra dans le champ de vision de Jack, un porte-voix à la main. La brise de mer rabattait une épaisse mèche de cheveux blancs en travers de ses lunettes de soleil. Le temps d'une seconde, Jack eut l'impression de renifler son odeur douceâtre, d'eau de Cologne, mêlée à sa puanteur de fauve. Jack en oublia de respirer pendant 5 secondes peut-être, et resta simplement planté à côté du mur de bardeaux, cloqué et fissuré. Les yeux fixés sur le forcené qui hurla des ordres à des hommes vêtus de noir, pirouetta, montra du doigt quelque chose hors de la vue de Jack, et esquissa une éloquente moue de mécontentement. Jack songea à respirer. « Eh bien, voici une situation intéressante, Richard, » énonça Jack. « Nous avons un hôtel qui peut doubler de taille, à mon avis, selon son humeur, et en bas nous avons aussi le bonhomme le plus cinglé de la terre. » Richard, que Jack croyait endormi, le surprit en marmonnant un truc à peine audible, comme Pâques. « Quoi ? » ?»« À l'attaque !» chuchota faiblement Richard. « En avant, mon pote !» Jack rit de bon cœur. Une seconde après, il descendait prudemment la pente, longeant l'arrière des maisons, à travers les hautes prairies, en direction de la plage.